Le Sahel. 3 drapeaux, une question brûlante. Renaissance ou piège? Sous la lumière crue, les bannières du Burkina Faso, du Mali et du Niger s'élèvent, portées par le vent du changement. Ce n'est pas une alliance ordinaire, mais un séisme qui secoue l'ordre établi. Après des décennies de mainmise occidentale, ces nations ont dit « stop ». Ce moment rappelle, dans sa puissance symbolique, la vague d'indépendance africaine des années 60 du XXe siècle. Alors, comme aujourd'hui, des peuples entiers refusaient la fatalité et osaient rêver d'un avenir forgé par eux-mêmes. En quelques mois seulement, soldats et diplomates français, puis américains, ont été priés de partir. Le message est sans détour. La souveraineté d'abord. Plus jamais terrain de jeu sous tutelle. Ce rappel à l'ordre est un écho direct à la décolonisation, mais aussi aux luttes qui ont secoué l'Asie du Sud-Est au XXe siècle, quand le Vietnam ou l'Indonésie ont refusé d'être de simples théâtres de confrontation entre puissances étrangères. Ces pays du Sahel s'inspirent de ces exemples, déterminés à ne pas répéter les erreurs du passé. Ce vide attire de nouveaux géants. La Russie, d'abord, par des experts militaires et des promesses de sécurité. Puis la Chine, évoquant des milliards pour routes, écoles, hôpitaux. Leurs drapeaux planent désormais sur les chantiers et les rêves. Comme le fit la Chine avec la Tanzanie dans la construction du chemin de fer Tazara dans les années 70 du XXe siècle, les nouveaux partenaires s'investissent dans des projets titanesques qui pourraient transformer la région, mais qui éveillent aussi la crainte d'une nouvelle forme de dépendance. Les dirigeants sahéliens martèlent leur volonté. L'indépendance n'est plus négociable. Devant des foules galvanisées, ils promettent la fin de la dépendance, la fin de l'humiliation. Une jeunesse éduquée les écoute, avide de dignité et d'avenir. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey, les manifestations se multiplient, rappelant celles du Caire pendant le printemps arabe, lorsque la jeunesse exigeait le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux. Le monde observe, incrédule. Paris, Washington, Bruxelles voient s'écrouler en quelques mois ce qu'ils pensaient immuable depuis des générations. L'Afrique change de visage. L'espoir et la peur s'entrelacent sur chaque continent. Les médias internationaux, qui jadis évoquaient le Sahel uniquement sous l'angle de la pauvreté et de la menace terroriste, découvrent désormais une région en pleine effervescence politique et sociale. Reste un danger colossal. Si cette rupture échoue, le continent pourrait sombrer sous un autre joug, un autre drapeau. Mais si l'audace sahélienne triomphe, c'est l'équilibre du monde qui vacille, à jamais modifié. Cette alternative rappelle la période post-indépendance, lorsque de nombreux pays africains, mal préparés, se sont retrouvés sous la coupe de nouveaux réseaux d'influence, parfois plus insidieux que les pouvoirs coloniaux d'hier. Mais qui sont les véritables architectes de cette révolution silencieuse? Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut plonger au cœur du Sahel. Pendant des décennies, la voix du Sahel a été étouffée sous les bottes étrangères et les contrats dictés depuis d'autres continents. De l'ombre du colonialisme français à la domination silencieuse des multinationales et des bases américaines, la région n'a jamais vraiment pu choisir sa destinée. Les cicatrices du passé colonial restent visibles. L'or, l'uranium, le coton extrait sans relâche, enrichissant Paris ou Washington, tandis que la pauvreté s'enracinait au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les mines d'uranium d'Arlit, au Niger, en sont un exemple frappant. Pendant des décennies, cette ressource stratégique a alimenté les centrales nucléaires françaises, tandis que la population locale n'en voyait que les retombées environnementales et sociales négatives. Sous couvert de coopération internationale, la mainmise économique ne s'est jamais relâchée. Chaque accord signé, chaque aide offerte, cachait une dépendance structurelle. L'Afrique recevait des miettes, ses ressources s'envolant toujours vers l'étranger. Les promesses d'un partenariat d'égal à égal s'effondraient face à la réalité des contrats biaisés et des privatisations imposées. L'exemple du coton burkinabé, dont les prix étaient fixés sur les marchés occidentaux, illustre cette asymétrie. Les agriculteurs, pourtant premiers producteurs, étaient souvent les derniers rémunérés. Dans ce jeu truqué, les bases militaires étrangères se sont multipliées. Soldats français à Ouagadougou, drones américains à Niamey,
conseillers dans chaque ministère. Derrière le discours sécuritaire, de nouveaux accords asymétriques se tissaient, verrouillant la souveraineté des États sahéliens. Les armées nationales, sous-équipées, voyaient leurs décisions stratégiques dictées à distance. L'humiliation, elle, ne faisait que grandir. Des généraux locaux, parfois formés dans des académies occidentales, se retrouvaient à demander l'aval de conseillers étrangers avant toute opération majeure. C'est dans cette atmosphère que la jeunesse s'est éveillée. Privés d'opportunités, lassés des promesses creuses, les jeunes voyaient leurs rêves leur être confisqués. Le sentiment de dépossession passait de génération en génération, nourri par la frustration d'un avenir volé au profit de puissances étrangères. L'humiliation n'était plus silencieuse. Elle éclatait dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les universités. À Bamako, des étudiants ont organisé des forums publics où ils débattaient ouvertement du futur de leur pays, inspirés par les mouvements étudiants sud-africains contre l'apartheid. Les premiers signes de rupture n'ont pas tardé. Les sanctions économiques et diplomatiques imposées par Bruxelles ou Paris ont cherché à étouffer toute velléité d'autonomie. Mais loin d'éteindre la population, ces mesures ont déclenché une vague de colère et d'espoir. Le sentiment d'être enfin maître de leur histoire a galvanisé une nouvelle génération, décidée à refuser la fatalité. On a vu apparaître des campagnes de boycottage de produits occidentaux, des appels à consommer local, des initiatives pour relancer les industries nationales. Le choix devenait cruel, perpétuer la dépendance ou risquer la rupture et l'effondrement si la transition échouait. Certains craignaient l'aventure, d'autres y voyaient une libération indispensable. Tous sentaient que la page du vieux partenariat était en train de se tourner. Les débats dans les médias locaux étaient intenses, rappelant les discussions animées lors de la Conférence nationale du Bénin en 1990, qui avait marqué un tournant démocratique pour ce pays. Mais si le rejet de l'ordre ancien s'accélère, l'incertitude grandit. Comment réinventer un futur commun sans répéter les erreurs du passé? La réponse, pour beaucoup, se joue désormais sur le terrain des alliances et de la jeunesse. Et si, pour la première fois, l'Est venait non pas pour dominer, mais pour bâtir? En moins d'une année, les drapeaux français et américains se sont effondrés sur la terre rouge du Sahel. Les soldats étrangers ont quitté le désert, les bases occidentales se sont vidées, sous les acclamations de foules libérées. Fini l'ère de la soumission. Vient celle du choix, et ce choix fait trembler Paris et Washington. Les images de la fermeture des bases militaires françaises à Kidal ou à Niamey ont fait le tour du monde, marquant un basculement symbolique aussi fort que la chute du mur de Berlin en 1989. Le vide laissé par l'Occident n'a pas duré. Moscou a envoyé ses stratèges, Pékin ses négociateurs au sourire prudent. À peine les valises posées, les nouveaux venus ont sorti des contrats, routes, énergie, défense, université. Ici, chaque ligne se discute, chaque engagement se pèse. On parle moins de chantage, plus de coopération affichée. À Bamako, une université conjointe sino-malienne a ouvert ses portes, proposant des cursus en ingénierie, agriculture et informatique, symbole de cette nouvelle ère de partenariat. C'est le paradigme qui vacille. L'Afrique exige le partenariat, pas la vassalité. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou, Niamey, les slogans « Africa Rising »,« No More Masters » s'affichent sur les murs et sur les réseaux. La jeunesse se lève, l'orgueil national gonfle les poitrines, la fierté devient virale. Les réseaux sociaux, autrefois dominés par des contenus occidentaux, regorgent désormais de vidéos célébrant les héros locaux, les entrepreneurs, les scientifiques africains. Mais derrière l'euphorie, une stratégie mûrit. Des centaines de jeunes s'envolent vers des instituts russes et chinois. Ce n'est plus l'exil des cerveaux, mais la reconquête du savoir. On prépare demain ingénieurs, médecins, créateurs, tous formés à l'autonomie technologique. L'élite de demain ne copie plus, elle invente. À Moscou, des bourses Afrique-Russie sont créées, permettant à des étudiants maliens d'étudier la cybersécurité, un secteur clé pour l'indépendance numérique. Face à ce sursaut, les puissances occidentales multiplient les contre-attaques. Sanctions financières, campagnes de désinformation,
tentative d'isolement. Tout est tenté pour freiner le nouvel élan du Sahel. Mais chaque coup de pression renforce la détermination populaire, comme si le vent ne pouvait plus tourner en arrière. Des médias locaux décryptent les fake news, des collectifs citoyens organisent des formations à la vérification de l'information, illustrant l'éveil d'une société civile active. Pourtant, une question hante les esprits. L'Afrique prend-elle vraiment son destin en main, ou glisse-t-elle vers une nouvelle dépendance, cette fois tournée vers l'Est? La promesse d'égalité et de respect sera-t-elle tenue, ou dissimule-t-elle d'autres chaînes, plus subtiles? Certains analystes rappellent le cas du Sri Lanka, piégé par la dette après de lourds investissements chinois, avertissant que la vigilance doit rester de mise. Ce carrefour historique fait naître plus d'espoir que de certitude. Jusqu'où mènera ce pari? Le Sahel trace-t-il la route d'une indépendance véritable, ou s'avance-t-il sur un sol miné d'illusions et de pièges invisibles? Les débats sont vifs lors des sommets de la CEDEAO et de l'Union africaine, où l'on évoque la nécessité d'un modèle sahélien propre, fondé sur la transparence et la solidarité régionale. Au cœur de cette nouvelle ère, la jeunesse du Sahel joue sa réputation et son avenir. Mais un simple changement d'allié peut-il vraiment garantir la liberté? L'histoire de l'Afrique regorge d'exemples de transitions inachevées, comme la Libye post-Kadhafi, où l'absence de vision claire a laissé la porte ouverte au chaos. C'est pourquoi la jeunesse sahélienne s'investit dans la construction d'institutions solides, garantes de la pérennité du changement. Quand l'Afrique reprend la plume de son histoire, le monde retient son souffle. En quelques mois à peine, le vent de révolte au Sahel s'est mué en séisme. Burkina Faso, Mali et Niger ont forgé l'Alliance des États du Sahel, une entité inédite, portée par la volonté de s'unir militairement, politiquement et économiquement. Désormais, ces peuples ne subissent plus l'histoire, ils l'écrivent ensemble. Cette alliance rappelle la formation de la CEDEAO dans les années 70 du XXe siècle, mais avec une détermination renouvelée. Partout, de nouvelles filières d'armement, d'énergie et d'industrie voient le jour. Les usines s'élèvent, les coopérations fleurissent, les savoirs circulent. Dans les universités, une jeunesse ambitieuse rêve d'indépendance technologique et de souveraineté alimentaire. L'autosuffisance, autrefois chimère, devient une stratégie concrète. Des coopératives agricoles voient le jour, inspirées par les modèles du Rwanda et de l'Éthiopie, pays qui ont misé sur l'agro-industrie pour sortir de la dépendance alimentaire. Face à cette vague, l'Occident chancelle. La France, les États-Unis et les institutions financières s'inquiètent. Leur pouvoir s'effrite, leur base ferme, leurs diplomates peinent à contenir la métamorphose du Sahel. À Paris, à Washington, à Bruxelles, l'inquiétude grandit. Les chancelleries occidentales multiplient les réunions de crise pour tenter de redéfinir leur stratégie sur le continent. Mais ce vide attire aussi des ombres. Certains redoutent la mainmise de nouveaux acteurs, la diffusion de propagande, les risques de déstabilisation. Qui peut garantir que cette quête de liberté ne sera pas récupérée par d'autres empires, russes ou chinois? Des experts africains, comme le professeur Joseph Kizerbo, insistent sur la nécessité de forger un modèle de développement endogène qui tire sa force de la culture et des savoirs locaux. Pourtant, le modèle du Sahel séduit. D'autres pays africains observent, s'interrogent, s'inspirent. L'idée d'unité, longtemps insaisissable, renaît comme un rempart contre les divisions héritées de la colonisation. Le savoir, l'éducation, le partage deviennent les armes d'un nouvel âge. Au Sénégal, des mouvements citoyens lancent des appels à la coopération régionale, tandis qu'en Côte d'Ivoire, des entrepreneurs investissent dans les start-up technologiques, rêvant d'un Silicon Valley africain. Le prix de cette audace reste lourd. Les menaces de sanctions, l'isolement diplomatique, voire l'affrontement, planent comme une épée de Damoclès. Mais pour la première fois depuis des générations, l'Afrique trace sa route selon ses propres rêves, ses propres intérêts. La mémoire des luttes passées, de Thomas Sankara à Patrice Lumumba, nourrit l'espoir d'une voie enfin indépendante. Le futur africain se joue ici, entre la promesse d'une ère de prospérité et le risque d'un chaos ourdi par des puissances rivales. L'émancipation du Sahel sera-t-elle le début d'une contagion libératrice
ou une nouvelle dépendance sous d'autres drapeaux. La Zambie, qui s'est libérée du joug colonial puis du fardeau de la dette, est souvent citée comme exemple d'un pays ayant su, non sans difficulté, éviter certains pièges de la dépendance. Mais le prochain défi s'annonce déjà: transformer l'utopie en réalité, sans tomber dans les pièges tendus par l'histoire et les puissances étrangères. Le monde observe, prêt à réagir au moindre faux pas. Les observateurs internationaux, comme la Banque africaine de développement, rappellent que la réussite du Sahel dépendra de la capacité à instaurer la transparence et à lutter contre la corruption. La véritable arme du Sahel, ce ne sont pas les fusils, mais la connaissance, patiemment forgée et transmise. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la révolution n'a rien à voir avec l'accumulation de blindés ou la signature d'alliances militaires. Elle commence là où l'on apprend, dans les écoles, les laboratoires et les ateliers, portés par l'élan d'une jeunesse assoiffée de savoir. Son ambition, former une génération de scientifiques, d'ingénieurs et de créateurs capables de briser les chaînes de la dépendance énergétique et technologique. Concevoir ses propres infrastructures, transformer ses ressources, inventer les outils de demain, voici la véritable arme secrète pour un continent qui veut sa souveraineté. La création de centres d'innovation, à l'image du village numérique de Ouagadougou, témoigne de cette volonté de miser sur l'intelligence collective. L'appui de la Russie et de la Chine est un tremplin, jamais une béquille. Oubliez la logique du passé, où l'aide extérieure rimait avec soumission. Désormais, la priorité est à la formation, à l'autonomie par la maîtrise des savoirs. Agronomie, informatique, énergie nucléaire ou solaire. Traoré l'a proclamé haut et fort. Nous ne voulons plus de sauveurs, mais des partenaires qui respectent nos choix et nos ambitions. Ce discours résonne avec les propos de Julius Nyerere, père de l'indépendance tanzanienne, qui prônait déjà l'autosuffisance intellectuelle et économique. Ce pari commence à porter ses fruits. Partout, la jeunesse du Sahel relève la tête. Pour la première fois, des milliers de jeunes n'aspirent plus à l'exil vers l'Europe, ni à survivre dans l'ombre. Ils rêvent d'inventer l'avenir ici, sur leur propre terre, avec leurs propres moyens. Des bourses sont attribuées, des universités rénovées, des centres de recherche ouverts. L'exode des cerveaux, fléau de tant de générations, pourrait enfin ralentir. Désormais, la promesse n'est plus la fuite, mais la transformation collective. À l'image du programme Jeunes talents du Sahel, les autorités investissent dans la formation technique et scientifique. L'unité régionale n'est plus un slogan creux. Elle se concrétise par des projets communs, des stratégies partagées, un véritable marché des idées et des talents. Burkina Faso, Mali, Niger. Chaque pays met en commun ses ressources, pariant sur la complémentarité plutôt que la rivalité. Construire des réseaux énergétiques régionaux, mutualiser la recherche agricole, harmoniser les programmes scientifiques. Le Sahel, longtemps mosaïque fragile, devient une force organisée. Le projet d'interconnexion électrique, qui vise à relier les centrales solaires de la région, illustre cette dynamique de solidarité technique. Dans cette nouvelle vision, la souveraineté n'est plus une réaction contre l'Occident. C'est un acte de reconstruction identitaire. Il s'agit de retrouver confiance en ses propres capacités, d'assumer l'héritage culturel et scientifique africain, et d'exiger le respect dans chaque négociation. La psychologie du respect, que Traoré appelle de ses vœux, doit irriguer tous les futurs accords, qu'ils soient économiques, politiques ou culturels. Plus jamais l'Afrique ne doit accepter d'être traitée en élève ou sous-traitant. Lors du dernier sommet de l'Union africaine, cette exigence de respect mutuel a été reprise par plusieurs chefs d'État. Mais le pari reste risqué. Miser sur le savoir, l'unité et la responsabilité collective, c'est affronter les vieux démons. Corruption, divisions internes, tentation de retomber dans la dépendance facile. L'histoire a prouvé la force de ces pièges. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, l'espoir est tangible. L'enjeu, la liberté réelle ou la rechute dans les erreurs du passé. Les initiatives citoyennes, telles que les observatoires de la gouvernance, sont mises en place pour veiller à la transparence et à l'intégrité des institutions. Et maintenant ? Le futur du Sahel ne s'écrira plus dans les capitales étrangères,
mais ici, sous nos yeux. Chacun peut choisir d'être acteur du changement ou simple spectateur. La révolution du savoir ne fait que commencer. Comme le dit un proverbe africain, lorsque les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent. Mais la route vers cette souveraineté demeure semée d'embûches, et chaque avancée se paie au prix fort. Le prochain acte révélera si la conviction collective saura résister aux tempêtes à venir. Les scénarios divergent. Certains prédisent une montée en puissance du Sahel, à l'instar de l'Inde après la décolonisation, tandis que d'autres craignent des tensions internes similaires à celles qui ont divisé la République démocratique du Congo dans les années 60 du XXe siècle. Aujourd'hui, l'Afrique saisit la plume et écrit sa propre histoire. Ce qui se joue sous nos yeux dépasse le simple jeu d'influence. Pour la première fois, des nations du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, refusent d'être reléguées au rang de spectatrices ou de pions. Elles proclament avec force leur droit à l'autodétermination, et cette voix résonne bien au-delà de leurs frontières. Des rencontres de solidarité sont organisées au Ghana, en Afrique du Sud, et même dans la diaspora, où l'on débat de la portée de ce mouvement. Ce n'est plus un simple rejet de l'Occident, c'est une révolution intérieure, psychologique. L'Afrique n'est plus l'objet passif des récits écrits ailleurs. Elle devient sujet, trace ses propres lignes, choisit ses alliés, forge son destin. Une jeunesse instruite et déterminée porte cette prise de conscience, transformant la dépendance d'hier en levier de puissance pour demain. Les auteurs et artistes sahéliens, tels que l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ, sont redécouverts et enseignés comme symboles de cette fierté retrouvée. Mais ce tournant historique n'est pas sans péril. S'informer, agir ou demeurer spectateur, chacun doit choisir son camp à l'heure où s'effondre l'ancien ordre mondial. Car sous les slogans et les drapeaux, l'enjeu est vital. Accéder enfin à la véritable liberté, à la prospérité, à l'éducation, à la sécurité, à la dignité. Ou, à l'inverse, basculer dans une nouvelle dépendance, le chaos, l'isolement, si ce renouveau échoue. Les ONG locales organisent des campagnes de sensibilisation sur les risques de la dette et sur la nécessité de renforcer la gouvernance démocratique. La décision n'appartient plus aux puissances extérieures, ni même uniquement aux élites politiques africaines. Elle revient à tout un peuple, à une génération entière qui refuse de répéter les erreurs du passé. Désormais, chaque mot, chaque alliance, chaque choix façonne non seulement le futur du Sahel, mais celui de l'Afrique tout entière. Les débats parlementaires sont retransmis en direct, et la société civile s'organise pour demander des comptes. Fermer les yeux, c'est accepter de subir. S'informer, débattre, agir, c'est s'engager dans une histoire qui peut bouleverser l'ordre du monde. Où vous situez-vous? Prêts à défendre la renaissance d'une Afrique souveraine ou à regarder passer le train de l'histoire? La plume est dans la main de l'Afrique. Mais l'encre, c'est la conscience collective, la vôtre, la nôtre, celle de tous ceux qui refusent la fatalité. Le choix de demain appartient à chacun, et c'est ensemble que